1969, les policiers déclenchent une grève illégale qui compromet la sécurité des citoyens. 1974, les pompiers ne répondent plus à l'appel. C'est le week-end rouge. À 2 reprises, Montréal est prise en otage. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. Au tournant des années 70, le Québec est secoué par une multitude de conflits dans le secteur public. Enseignants, infirmières, fonctionnaires, médecins, tous mettent à l'épreuve leur nouveau rapport de force avec le gouvernement. L'ordre social est perturbé, les lois spéciales se succèdent. Dans cette foulée, 2 grèves illégales vont mettre en péril la sécurité du public, celle des policiers et celle des pompiers de Montréal. À 2 reprises, en 1969 et en 1974, Montréal sera littéralement prise en otage. « 7 octobre 1969. Le centre-ville de Montréal est livré au pillage et au vandalisme. Depuis l'aube, les quelques 3700 membres de la Fraternité des policiers de Montréal sont en grève. C'est le chaos. La manière qu'ils sont comportés, ils ont agi comme des délinquants laissant une ville ouverte. Et on sait que quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'autorité en place, c'est l'anarchie. Et on l'a vécu en 69. Guy Marcil dirigeait la Fraternité des policiers de Montréal. Il soutient que ses membres n'avaient pas le choix de faire la grève. Les patrons s'y attendaient d'ailleurs. Le mécontentement, la grogne chez les policiers était là et ils le savaient. Surchargés de travail, les policiers sont à cran. Sans droit de grève, ils attendent avec impatience la sentence arbitrale qui fixera leurs nouvelles conditions de travail. Elle tombe le 7 octobre 69. Évidemment, le mécontentement, c'était la sentence arbitrale du juge Rondeau qui est rendue, dans laquelle les policiers espéraient avoir une parité avec les policiers de Toronto. Cette parité de salaire avec la police de Toronto, ils l'avaient toujours eue. Ils la perdent cette journée-là. Or, durant les années 60, Montréal est la ville la plus violente au pays. Braquage de banques, crimes organisés, règlements de comptes mafieux, agitation politique, les policiers montréalais en ont en effet plein les bras. De 63 à 70, 200 attentats à la bombe seront perpétrés par le Front de libération du Québec. En 69 seulement, on compte près d'une centaine de manifestations dans les rues de Montréal. Manifestations souvent violentes. Même les célébrations de la Saint-Jean en 68 nécessiteront des interventions policières musclées. Les policiers, là-dedans, il y en a qui seront en fait aveuglés pendant une semaine avec de l'acide. Il y a eu des blessés. C'est tous les incidents qui nous amènent au 7 octobre. Oui, une certaine dégradation du climat social. 7 octobre, mécontents des conditions de travail qui leur sont imposées, les policiers débrayent. Plus un seul policier dans les rues de la ville. Ils ont tous rendez-vous au centre Paul Sauvé. C'est Lucien Saunier qui, en l'absence du maire Drapeau, prend les choses en main. Et je conseille à tous et à chacun de regagner sa demeure après les heures de travail et d'être vigilant et calme. À l'époque, Michel Côté est avocat en chef de la ville. Ce 7 octobre 69, il ne l'a pas oublié. Ce jour-là, il est impressionné par le sang-froid de son patron qui décide d'aller parler aux grévistes au centre Paul Sauvé. Il s'est rendu là seul, sans garde du corps, sans dispositif de sécurité d'aucune sorte. Il fallait avoir du front, là.
On est en 69, une salle qui est très chauffée. Puis il ne faut pas oublier qu'il n'y avait que de bière qui avait été prise. La journée avance, toujours aucun service d'ordre dans la ville. Une aubaine pour le Front de libération du taxi, dont les membres en profitent pour descendre dans la rue. Ils protestent contre le monopole accordé à la compagnie d'autobus et de taxi Murray Hill à l'aéroport de Dorval. Il fallait que l'armée intervienne. Il fallait faire cesser ces mouvements de foule. Le premier réflexe de Saunier cette journée-là, c'est de demander à Québec de faire intervenir l'armée au plus vite. Québec hésite et ne bougera pas avant 18h30. À défaut de soldats, la Sûreté du Québec est appelée en renfort. Sauf que le problème, c'est que le policier de la Sûreté du Québec, qui arrivait de Rouen, puis il n'avait pas mis les pieds à Montréal pendant plusieurs années, où il était jamais venu à Montréal, donnait un appel à tel endroit ou à tel endroit. Là, il y a beaucoup de confusion. Mais là, c'était une comédie. On entendait ces ondes. C'est où, ça, la rue Atwater puis Sainte-Catherine? En début de soirée, la manifestation contre la Murray Hill tourne à l'émeute. Devant les garages de la compagnie, la situation est hors de contrôle. Moi, j'étais à l'arrière de l'autobus. On était coincés dans un coin. Ça tirait des coups de feu. Et moi, je décrivais en ondes, parce qu'on avait des appareils pour décrire en ondes, ce qui se passait chez Murray Hill. Et là, à un moment donné, il y a eu un individu qui s'est amené avec une bouteille remplie d'essence. Il a allumé ça, et lui, son but à cette personne-là, c'était de déposer cette bouteille-là dans le réservoir. Appréhendant une explosion, un officier de la Sûreté du Québec en civil intervient. Si lui sort pas pour intervenir, je suis pas ici pour vous parler parce qu'on saute toutes, on pouvait pas s'en sortir. Le caporal Robert Dumas paiera de sa vie son geste courageux. Il est tué par balle. Personne ne peut établir d'où est venu le coup de feu. L'incident est rapidement rapporté aux grévistes. C'est une chose qui fait partie de mes souvenirs. C'est une chose qui m'a marqué, moi, personnellement. Parce que, je veux dire, il y a un arrêt de travail dans lequel je suis impliqué comme président. Puis, il arrive cet événement-là. Évidemment que j'ai, au niveau de la culpabilité de l'incident, d'en prendre parti. En soirée, l'Assemblée nationale siège et vote d'urgence une loi matraque. Pas de retour au travail, plus de syndicats. Les policiers obéissent sur le champ. Cette journée-là, 456 vols par effraction et 32 hold-up sont perpétrés. L'armée débarque enfin et s'installe à Montréal en pleine nuit. Trop tard. Les policiers sont déjà au travail. L'armée reste 6 jours à patrouiller la ville. Cette opération ratée ne sera tout de même pas inutile, puisqu'elle servira en quelque sorte de répétition générale pour les événements d'octobre 70, à peine un an plus tard. Les gens sur le terrain, là, je ne pense pas qu'ils avaient ce qu'il fallait. En 70, ils l'avaient. En bout de ligne, cette grève parfaitement illégale est rentable pour les policiers de Montréal qui obtiennent alors la parité salariale avec ceux de Toronto et à peu près toutes les conditions de travail qu'ils réclamaient. On verra quand même dire, moi, que les employés des centres hospitaliers ont même force de frappe que la police. Hey, pas vrai. La ville n'a pas été perdante pour autant. Bien au contraire, ces tristes événements ont fourni à l'administration Drapeau-Saunier la preuve qu'elle attendait pour convaincre Québec d'élargir les sources de financement de son service de police. Personne ne contestera que le service de la police de Montréal est effectivement le bouclier qui protège toute la population de l'île de Montréal. La justice serait à peu près rétablie si le coût des services policiers dans l'île de Montréal était partagé entre tous les citoyens de l'île de Montréal. C'est la genèse de la communauté urbaine de Montréal. Cette journée-là, les pompiers aussi étaient en grève illégale. Mais contrairement aux policiers, ils ont assuré les services à la population. 5 ans plus tard, en 1974,
ce sera leur tour de prendre Montréal en otage. Pour en connaître davantage sur la grève des policiers de Montréal, consultez notre site radiocanada.ca/parler. L'ancien président du syndicat des pompiers de Montréal n'aime pas revoir ces images. Des dizaines de maisons en feu et aucun pompier pour éteindre les brasiers. J'ai tout fait pour pas voir qu'est-ce qui se passait. Les pompiers de Montréal ne pensaient jamais devoir en arriver là. Mais en 1974, ils estiment qu'ils n'ont pas le choix, devant le refus obstiné de l'administration municipale, d'ajuster leur salaire à l'inflation, qui atteint des niveaux records. Puis là, il arrive au bout, puis il colle le chiffre de 4,3 quand l'inflation montait à 12-14 Fait que les pompiers ont commencé à revendiquer quasiment un an avant que la grève arrive. La grève, ça a été un apogée de situation. En 1974, la sentence arbitrale qui fixe les salaires des pompiers leur fait perdre 750 $ sur un salaire d'environ 12 000 $. Exaspérés, les syndiqués montent publiquement aux barricades. Fait sans précédent, le ministre du Travail, Jean Cournoyer, prend leur défense et demande au maire Drapeau de rouvrir le contrat de travail. Moi, mon opinion, elle était claire, je l'ai exprimée, c'est qu'une sentence arbitrale, c'était modifiable. Il n'y a pas le moindre doute. Drapeau tient tête au ministre du Travail. Pour lui, une sentence arbitrale est finale et sans appel. Parce que la position de M. Drapeau était non seulement de principe, c'est une sentence arbitrale qu'on doit observer, elle était aussi une position économique. Je n'ai pas d'argent pour payer plus cher que ça. Comme dans le cas des policiers, Drapeau renvoie la patate chaude à Québec. La grève est imminente, il le sait. Donc, à partir du moment où cette sorte de pression est faite sur l'autorité supérieure qui se trouve à être le gouvernement du Québec, à partir de là, M. Drapeau, qui n'est pas fou, il dit pas, moi, j'ai pas d'argent, j'ai une sentence arbitrale, si toi, tu as un problème social, aide-moi à le régler. Le premier ministre Bourassa veut éviter le pire et s'entend avec Drapeau sur un règlement financièrement acceptable pour la ville. Il en informe aussitôt le syndicat. Là, il me dit, OK, va-t'en au bureau de Jean Cournoyer, ministère du Travail à Montréal. Vous allez régler ça cette nuit, puis tu diras que c'est Jean Cournoyer qui a réglé ça. Je ramasse mon exécutif, passe la nuit là, Drapeau, il n'envoie personne, ne veut pas signer. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas. Entre Québec et Montréal, Drapeau n'a pas voulu signer. Trop, c'était trop. Là, j'ai pas été capable de retenir les pompiers, là, à, je sais pas, vers 4h, 4h30 l'après-midi. Là, j'ai appris que les casernes commençaient à se déserter. Fin de journée, jeudi 31 octobre. Le quartier centre-sud de Montréal, un quartier défavorisé, mal bâti, est soudainement la proie d'incendies criminels. Les pompiers ne répondent plus. Un week-end d'enfer commence. On le surnommera le Week-end rouge. La violence, la rapidité du feu, c'est inimaginable, c'est incroyable. Lise Bélan habite le quartier. Comme ses voisins, elle se sent impuissante face à l'élément destructeur qui gagne rapidement plusieurs logements. Donc, le feu s'est propagé à la vitesse de l'éclair parce que tout a brûlé. C'était des vieilles bâtisses de bois. Et je vous demande de retourner immédiatement dans vos casernes. Dès le premier soir, Jean Labbé tente de faire rentrer ses hommes. Absolument. Retourner à notre travail. Vous vouliez qu'il retourne Oui, au travail? oui, oui. Oui, parce que ça me faisait mal de voir ce qui se passait là. Tu sais, mais c'était impossible. Là, ça avait mené... Le conflit était déjà dépassé la limite. Tous les boyaux domestiques sont mis à contribution. Courageusement, les citoyens luttent pied à pied
pour sauver leurs biens. On n'a pas idée de ce que ça peut représenter ça, comme image. Des fois, je me réveille la nuit pour y repenser. Il y a des pompiers des villes extérieures qui étaient venus pour nous aider, mais on m'a dit qu'il y avait des personnes, des hommes, qui crevaient les tuyaux, les boyaux d'arrosage. Oui, j'ai brûlé mon ménage. Vous avez fait brûler votre ménage, hein? La station CKAC couvre l'événement jour et nuit. Le journaliste Raymond Saint-Pierre est sur les lieux. Ce qu'il voit est affolant. Il y a une nuit, je me rappelle, j'étais vraiment dans le coin ici, pas loin, et il n'y avait personne autour de moi, et tout à coup, je vois dans une quincaillerie des flammes au fond du magasin. Je me dis, mon Dieu, ça y est, puis il n'y a personne pour combattre ces flammes-là. Et je vois au-dessus, il y avait un appartement, des appartements, des chambres. Alors, j'ai grimpé l'escalier à toute vitesse. Je me suis mis à frapper aux portes pour dire aux gens, allez-y, allez-y, parce que là, le feu était vraiment en dessous de leurs pieds, puis ils s'en rendaient pas compte. Là, la ville veut pas bouger parce qu'elle a dit, voyons, je ne peux pas négocier avec vous autres pendant que vous êtes en état de grève, vous êtes illégal. Bon, bien, elle ne veut pas parler avec nous autres, trouve pas Jean Cournoyer nulle part. Là, on est un peu coincés. Là, il faut que ça bouge à quelque part. Plus de 100 familles sont sans logis. L'impasse n'est plus une option. Et on se regardait tous, puis on se disait, ça n'a pas de bon sens. Il faut faire quelque chose. L'ancien syndicaliste Mathias Rioux est alors animateur vedette à CKAC. J'entends non, parce qu'on avait complètement mis la programmation régulière de côté. On est le samedi 2 novembre. En pleine campagne électorale, Drapeau accepte de donner une entrevue, ne sachant pas ce qui l'attend. Je vous dis à 6h30 ce matin. Je pense que c'était à 6h30. On se parlait par téléphone encore, M. Labbé et moi. Bon. Et je lui ai dit, ma porte n'est pas fermée. J'avais ma petite idée. Quand j'ai vu que le moment était choisi, j'ai mis le bouton. Oui, Jean Labbé, vous êtes là? Bonjour. Oui, alors le maire de Montréal est également au bout du fil. Je l'écoutais justement. Si vous voulez lui parler... Si vous voulez lui parler, allez-y, on vous laisse l'antenne. Et là, le maire était furieux. Alors là, je lui garoche la balle en disant, si vous voulez que ça cesse, on va régler ça après-midi. Bon, ben moi, j'aurais un compromis public à faire au maire Drapeau. C'est pas, faudrait que écoutez, une minute, monsieur le maire, là, vous allez écouter ma proposition, puis après ça, vous discutez. Je veux bien écouter votre proposition. Moi, je n'aime pas beaucoup l'atmosphère dans laquelle vous la faites en commençant par me menacer. Il se pensait piégé. Comprenez-vous? Je peux pas dire non. La ville brûle. Là, j'ai dit, écoute, donne-moi le 750. En ondes, Drapeau et Labbé s'engagent à retourner à la table le soir même. Ils négocient toute la soirée, encore une fois, sans résultat. C'en est trop. Robert Bourassa et Jean Cournoyer convoquent d'urgence les deux parties au bureau du premier ministre, en haut de l'édifice d'Hydro-Québec. Quand Drapeau est arrivé à l'Hydro-Québec, Robert Bourassa n'a pas voulu que je le rencontre. Il a pris M. Drapeau, entre guillemets, quasiment par le chignon. Il l'a rentré dans une chambre, puis il est sorti avec les papiers signés. L'histoire se répète. Mis au pied du mur, le premier ministre donne encore une fois à Drapeau les moyens financiers de régler le conflit. Lui, il y a moyen de dire à M. Drapeau, on va régler cette affaire-là, je vais te compenser d'une façon ou d'une autre. Drapeau est reparti sans que je le voie. Mais tout était signé. Tel qu'on avait convenu, Robert Bourassa et moi, 750 $ de rattrapage pour l'année 74. On est le matin du 3 novembre. Les pompiers regagnent rapidement leur caserne. Or, malgré l'entente intervenue, on leur refuse l'accès à leur camion. Puis malheureusement, ils sont venus pour rentrer dans la caserne, puis on les a mis dehors. Il a fallu que je rappelle le premier ministre, il a fallu que je rappelle la ville, il a fallu que je rappelle le directeur du service d'incendie pour dire, écoutez, laissez rentrer les pompiers. Puis là, lui, il disait, ben voyons, non, ouais, je vais payer du temps supplémentaire. Puis, ça va pas d'allure, ça va pas d'allure. Alerté, le maire intervient. Quelques heures plus tard, les pompiers viendront enfin à bout de l'immense brasier. Bilan, aucun mort, 150 familles délogées, un quartier dévasté.
Je trouve que ce conflit-là a eu des retombées positives pour la Ville. Ça a déniaisé le service des relations de travail de la Ville de Montréal. C'était poussiéreux. Des retombées positives peut-être, mais qui auront coûté très cher à des centaines de citoyens démunis. Où est-ce que vous allez vivre maintenant? On l'a loué chez Montcalm, le rue Marie. Combien vous payez? 61. Combien vous payez avant? 38. Tu sais, dans le fond, là, tous les pauvres, là, puis toutes les personnes qui ont perdu leur bien, là, je n'ai pas d'affaire à ce conflit-là, pas 5 minutes, eux autres. C'est eux autres qui payent, là, pour ce que j'appelle un entêtement politique. C'était pas de quoi de riche, mais c'était ma maison, c'était ma rue. On comprend facilement pourquoi les policiers et les pompiers n'ont pas le droit de grève. Depuis, ils n'ont pas récidivé, mais ils n'ont jamais hésité à recourir à des moyens de pression, parfois même très durs. Avec ces grèves illégales, ils ont tout de même pris la mesure de leur pouvoir, parce que dans les deux cas, le gouvernement a acheté la paix. Cette démonstration de force a peut-être été payante pour les grévistes, mais à quel prix? De mettre ensemble le maire de Montréal et le président des pompiers alors que la ville brûlait, c'était un coup de maître de la part de Mathias. On s'est revus d'ailleurs, le maire et moi, et il m'avait dit écoute, je t'en veux pas, mais j'ai une bonne mémoire. Je m'en souviens.